je vais mettre ici. Donc, bonjour à tous et bienvenue à notre symposium Capital ludique, littératie vidéoludique et contexte scolaire. Donc, nous serons 3 à animer ce symposium, Bruno Dupont, Gaëlle Gilson et moi-même, Charlotte Préat. Donc, comme je suis la première à communiquer dans le cadre de ce symposium, je vais vous faire très brièvement un petit peu le topo de ce qui est au programme. Donc, sur le plan théorique, on va successivement mettre en perspective les notions d'éducation par les médias et aux médias. Donc ici, il faut entendre les médias comme étant des jeux. Nous aborderons également les notions de littératie et de capital vidéoludique. J'en profite aussi pour préciser que nos présentations vont aborder tant les jeux au sens large, ce sera donc le cas de ma présentation, et puis plus spécifiquement les jeux vidéo en particulier, donc dans le cadre des présentations de Gaëlle et Bruno qui me suivront. Dernière précision, l'ordre de nos présentations correspond aussi à l'ordre, si je peux dire, de nos terrains respectifs, puisqu'il sera d'abord question avec moi de l'enseignement primaire, puis avec Gaëlle de l'enseignement secondaire, et enfin avec Bruno de l'enseignement supérieur. Donc, pour ma part, moi, je vais commencer à distinguer donc, sur le plan théorique l'éducation par et au jeu. Puis, je reviendrai sur différents obstacles qui ont été identifiés par les enseignants du primaire, donc quand ils souhaitent intégrer du jeu à leur pratique d'enseignement. Et puis, j'aborderai plus spécifiquement les obstacles qui sont liés à la littératie ludique des élèves. Gaëlle, lui, donc, qui travaille plus sur les questions spécifiquement liées à l'éducation aux jeux vidéo, il développera plus en profondeur les notions de capital et de littératie vidéoludique et il vous proposera un exemple de scénarisation pédagogique donc destiné au secondaire. Et enfin, Bruno, il reviendra sur l'expérience et l'évolution d'un cours dédié à la culture vidéoludique, donc dans le supérieur, puisqu'il a été proposé à l'Université de Liège. Et donc, chaque intervention va revenir sur des obstacles bien spécifiques, tout en proposant des pistes de régulation, donc systématiquement en lien avec nos terrains respectifs. Donc, comme je le disais, pour commencer, j'aimerais revenir sur une distinction qui est chère au GREMS, donc le groupe de recherche en médiation des savoirs, qui est le groupe auquel j'appartiens. Donc pour nous, il est important de distinguer l'éducation par les médias de l'éducation aux médias. Donc, Piette définit l'éducation par les médias comme une pédagogie du soutien où les productions médiatiques sont au service de l'enseignement des matières scolaires. Donc, autrement dit, on effectue dans ce cas-là un détour par le jeu. Et le pendant de l'éducation par les médias, c'est l'éducation aux médias. Et dans ce cas-là, ce sont les médias qui deviennent eux-mêmes l'objet d'études. C'est-à-dire qu'ils sont abordés comme constituant un domaine spécifique et autonome de connaissances sur lequel va porter l'enseignement. Et donc, dans ce cas-là, on peut plutôt parler d'un arrêt sur le jeu. J'ai repris ici aussi une citation de Buckingham, qui lui-même se réfère à Eco, qui me permet donc de dire que finalement, l'éducation aux médias devrait être vue comme un prérequis indispensable à l'éducation par le média. Donc, il donne ici l'exemple. Si on veut utiliser Internet ou un jeu en ligne pour donner cours, il vaut mieux permettre aux étudiants d'avoir une connaissance préalable, une connaissance critique de ce média. Je vais ici vous présenter très brièvement ma thèse, donc, qui s'inscrit en sciences de l'information et de la communication. Tout simplement pour que vous puissiez situer les données que je vais présenter par la suite. Donc, ma thèse porte sur les pratiques d'enseignement qui incluent du jeu. Donc, je m'intéresse aux instituteurs primaires qui exercent dans l'enseignement ordinaire. Je me suis rendue aussi bien dans des classes de la première à la 6e année, tout réseau d'enseignement confondu, sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, je vais d'abord faire une petite précision concernant la pratique d'enseignement. Donc, c'est la pratique qui se déroule durant le temps scolaire, principalement en classe et en présence d'élèves. Mais j'aimerais bien mettre l'accent sur le fait qu'elle comprend 3 phases. Donc, tout d'abord, la phase préactive,
c'est-à-dire la phase de planification, de préparation de l'enseignement. Ensuite, la phase interactive qui se déroule en classe avec les élèves. Et enfin, la phase post-active ou la phase d'évaluation et retour sur l'enseignement. Donc, j'ai vraiment essayé de prendre en compte ces 3 phases différentes dans le cadre de ma recherche. Après avoir défini les pratiques d'enseignement, j'aimerais maintenant revenir très brièvement sur le jeu. Donc, dans le cadre de ma thèse, je m'intéresse au jeu comme un objet matériel, donc que ce soit des jeux de société, des jeux vidéo, ou un objet immatériel, c'est-à-dire des règles, des principes, etc. Et donc, le point de vue que je choisis, c'est vraiment de considérer le jeu comme une activité qui est liée au fait de jouer. Je me réfère ici à une définition qui est donnée par Gilles Brougère. Et donc, le fait de considérer le jeu de cette manière me permet de faire un parallèle avec le média tel qu'il est défini par Anderson, c'est-à-dire une activité humaine distincte qui organise la réalité en texte lisible en vue de l'action. J'en profite aussi par rapport à la définition du jeu pour revenir sur son caractère subjectif. Donc, par rapport à ce que je viens de dire juste avant, on peut comprendre qu'il a un caractère polysémique, mais donc il est aussi très subjectif. Et dans le cadre de mon terrain, je n'ai pas souhaité définir ce qui rentrait ou non dans la catégorie jeu, mais je me suis plutôt fiée aux représentations que les enseignants avaient du jeu. Donc, j'ai inclus dans ma recherche ce que les enseignants considéraient eux-mêmes comme étant du jeu. Alors, très brièvement encore, et puis je m'arrêterai là. Donc, ma question de recherche, je m'intéresse à la manière dont les instituteurs, institutrices primaires vont intégrer des médias ludiques à leur pratique d'enseignement sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, j'ai 2 angles d'approche. Donc, je m'intéresse aux pratiques de ma population en termes de processus de médiation des savoirs. Donc, qu'est-ce que la médiation des savoirs ? La médiation, c'est un terme qui est utilisé tant en sciences de l'information et de l'éducation qu'en sciences de l'éducation. Lorsqu'elle est envisagée comme des processus de communication, la médiation des savoirs implique toujours et à la fois des relations humaines, donc c'est ce qu'on appelle la médiation humaine, et aussi des médias, donc qui nous renvoie plutôt au côté médiation technique, ce qu'on appelle aussi la médiatisation. Et donc, cette décomposition du concept de médiation, elle renvoie plus largement à 2 éléments constitutifs de tout acte de communication. Donc, l'un qui est relatif au contenu et l'autre qui est relatif à la relation entre les interlocuteurs. Donc, je donnerai simplement une brève définition de la médiation, donc la médiation humaine. Elle renvoie à tout ce qui est à la sphère des usages, aux effets que vont induire les médias lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre d'une activité en particulier. Donc ici, plus précisément, une activité d'apprentissage. Et donc, voilà, elle est du ressort de l'observation, de l'analyse, de la compréhension des effets des médias utilisés. Et la médiatisation, quant à elle, elle va renvoyer aux différentes opérations conceptuelles, donc que ce soit des processus créatifs, techniques, sémiotiques, qui vont aboutir à la mise en média des contenus, des connaissances. Donc ici, on est plus dans le domaine de l'ingénierie de la formation, et donc elle constitue le complément, le pendant de la médiation. Et ensuite, donc, comme je le disais tout à l'heure, ma présentation porte sur les jeux au sens large, dans le sens où, dans le cadre de ma thèse, je m'intéresse à la possible dimension numérique des pratiques d'enseignement ludique. Donc, voilà, c'est-à-dire que je me rends compte que même si différentes initiatives ont été faites en Fédération Wallonie-Bruxelles en matière d'équipement numérique des écoles, donc depuis le projet Cyber-École jusqu'à aujourd'hui, donc c'est le projet École numérique, l'équipement numérique reste quand même assez faible dans les écoles, en tout cas, donc, je parle de l'enseignement primaire. Et donc, j'ai décidé plutôt de m'intéresser à l'existence d'un lien potentiel entre les dimensions numériques et ludiques des pratiques. Et si lien il y a, voilà, je me penche sur la nature de ce lien. Mais donc, je ne cible pas, contrairement à Gaël et Pruno qui interviendront plus tard, les jeux vidéo en particulier. Alors, enfin, pour terminer sur ma thèse, j'ai repris ici les grandes
étapes, donc ma méthode de recherche. Donc, dans un premier temps, mon but était de documenter les pratiques existantes des enseignants primaires, donc afin de décrire ces pratiques. Et donc, j'ai réalisé 12 entretiens individuels semi-dirigés. Donc voilà, les données que je vous présenterai plus tard sont notamment issues de ces entretiens. Et puis, suite à un questionnaire en ligne, j'ai sélectionné 9 enseignants que j'ai suivis durant cette année scolaire 2019-2020. Donc voilà, je pense que tout le monde sans doute, ce suivi a été un peu mouvementé avec le coronavirus. Je pensais avoir totalement fini mon terrain avant cette présentation. Ce n'est finalement pas le cas. Il est encore en cours durant les mois de juillet et août. Mais voilà, je vous présenterai aussi des éléments qui sont issus de cette troisième phase, donc des éléments issus des observations que j'ai réalisées dans des classes et des entretiens que j'ai réalisés avec les 9 enseignants que je suis plus particulièrement. Alors, concernant les obstacles à surmonter, donc ici, je vous présente une synthèse des données que j'ai collectées lors des premières et troisième phases de ma thèse. Donc, sur le diagramme de Venn ici, j'ai repris au centre les difficultés qui relèvent tant des jeux non numériques et numériques, et tant des jeux qui sont utilisés tout faits, entre guillemets, par les enseignants, que des jeux qu'ils ont eux-mêmes créés afin de proposer des activités spécifiques à leurs élèves. Donc, je vais passer en revue brièvement ces différents obstacles et expliquer comment les enseignants réfléchissent, mettent des stratégies en œuvre pour les surmonter. Donc, dans un premier temps, avant d'implémenter le jeu en classe, je me rends compte dans les discours des enseignants à quel point les relations avec la direction, les collègues et les parents sont importantes. Pourquoi ? Parce que simplement, ceux-ci peuvent, enfin, en fonction de la représentation que ceux-ci ont du jeu, il faut parfois à l'enseignant voilà, argumenter, il faut parfois qu'il fasse un petit peu preuve de patience, qu'il explique sa démarche pour ne pas que le jeu soit mal perçu, qu'il soit éventuellement pris comme une perte de temps avec les élèves. Autre chose par rapport à cette relation de confiance que l'enseignant se doit d'instaurer avec sa direction, ses collègues et ses parents, c'est le problème des traces, puisque beaucoup d'enseignants m'ont expliqué que quand on joue en classe avec ses élèves, il est finalement difficile d'avoir des traces. Et donc, parfois, les parents pourraient se poser des questions s'il est simplement marqué dans le journal de classe « on a joué » ou si les enfants rentrent chez eux en disant à leurs parents qu'ils ont joué toute une partie de l'après-midi. Donc, à nouveau, là, il y a toute une relation de confiance qui doit s'instaurer. Un autre obstacle qui est très récurrent, c'est le coût. Donc, le coût des jeux que les enseignants peuvent acheter, que ce soit dans les grandes surfaces ou chez des acteurs qui gravitent plus précisément autour du monde de l'enseignement. Le coût qui est d'autant plus important pour les enseignants puisque beaucoup d'entre eux m'ont expliqué que c'était finalement un investissement qu'ils mettaient de leur poche. Ce coût, justement, il peut être finalement synonyme pour les enseignants voilà, d'un changement de stratégie, c'est-à-dire que ceux-ci vont finalement vouloir eux-mêmes concevoir les jeux qu'ils proposent en classe à leurs élèves. Donc, si sur ce plan-là, ils font certaines économies, donc je nuance bien certaines économies, puisque quand on se lance dans la création de jeux, ben, ça engendre toute une série de frais, comme voilà, l'impression couleur des jeux, également la plastification, si les enseignants veulent plastifier le matériel qu'ils ont créé, etc. Mais donc, pour pallier quelque peu à l'obstacle coût, certains enseignants créent les jeux eux-mêmes, mais en contrepartie, si l'investissement n'est plus financier, finalement, ça va devenir un investissement en termes de temps. Et ces deux obstacles, donc le coût et le temps, sont d'autant plus marquants pour les enseignants s'ils sont dans une situation d'instabilité professionnelle. Donc, par exemple, en début de carrière, ou s'ils ne savent pas quelle classe ils vont avoir les années suivantes. Et donc, voilà, ça peut être un grand frein pour eux pour mettre en œuvre ces investissements en termes de coûts et de temps. Et pour terminer, par rapport aux jeux en général, donc les jeux peuvent également engendrer du bruit, de l'excitation en classe.
Donc, même si les enseignants m'expliquent bien que ça reste du bruit, une excitation qui sont positifs, voilà, finalement, ça peut quand même gêner certains enfants qui ont besoin de concentration ou, de nouveau, en fonction des établissements, de l'insonorisation, ça peut aussi potentiellement gêner les collègues des classes d'à côté. Par rapport aux jeux de nouveau, donc les disputes peuvent aussi être un problème. Les enseignants l'ont expliqué, surtout lorsqu'il s'agit de jeux compétitifs. Concernant la littératie ludique, je laisse ce point de côté pour le moment, j'y reviendrai plus amplement après. Je termine juste en expliquant donc les obstacles qui sont vraiment liés aux jeux non numériques. Donc, on a à la fois le manque d'espace, puisque les enseignants m'expliquent que finalement, quand on veut mettre un jeu en place, un jeu de plateau, ben, ça prend vite beaucoup de place et il faut bouger les bancs, etc. C'est pas toujours évident de configurer la classe. Et alors, il y a aussi le non-respect du matériel. Donc, c'est-à-dire que les élèves ont parfois tendance à chipoter aux cartes. Il y a des pions, surtout s'ils sont petits, qui vont pouvoir se perdre, etc. Donc, ça peut être un frein pour les enseignants, par exemple pour acheter du matériel ou pour simplement en louer dans les ludothèques. Et donc, voilà, là aussi, ben, le fait qu'ils créent eux-mêmes leur matériel et qu'ils plastifient les cartes et les différents éléments qu'ils proposent leur permet de surmonter un petit peu cet obstacle. Et par rapport aux jeux numériques en particulier, donc les enseignants m'expliquent qu'il peut parfois y avoir un problème d'absence de matériel informatique, tout simplement. Donc certains enseignants vont être amenés à apporter leur propre ordinateur à l'école. Et donc voilà, tous ne sont pas prêts à le faire non plus. Parfois, il y a aussi un problème d'accès au matériel informatique. Une enseignante m'a par exemple expliqué que les ordinateurs étaient mis dans la classe d'une de ses collègues. Et donc voilà, on s'imagine aisément que ça peut poser des problèmes, la peur de déranger la collègue lorsqu'elle donne cours, etc., qui fait que finalement, on va peu accéder au matériel informatique. Quand on veut mettre en place des jeux numériques, ben, il y a toujours aussi un problème d'incompatibilité du matériel. Donc voilà, ce qui peut engendrer des coûts supplémentaires. La non-fiabilité du matériel informatique aussi. Par exemple, si une mise à jour se lance quand on veut mettre un jeu en route, ben voilà, ça peut prendre beaucoup de temps et ça demande à l'enseignant une certaine organisation qu'il puisse vérifier, s'assurer que tous les ordinateurs ou que toutes les tablettes soient bien prêtes à l'emploi lorsqu'il veut entamer l'activité avec ses élèves. Alors, je l'ai dit que je ne reviendrai pas plus en avant sur la littératie ludique et numérique dans le cadre de ce schéma, puisque je vais les aborder plus précisément maintenant. C'est le point qui conclura ma présentation. Je regarde où j'en suis. OK. Donc, par rapport aux littératies ludiques et numériques, donc, j'aimerais revenir plus précisément sur le savoir jouer des élèves. C'est de cette façon-là que je définirai la littératie ludique. Je laisserai Gaëlle décrire plus précisément cette notion théorique lors de sa présentation. Donc, quand je me suis rendue dans les classes, je me suis rendu compte tout d'abord que les élèves avaient des difficultés à tenir les cartes. Même si celles-ci étaient finalement bien adaptées à leur âge, qu'elles étaient bien grandes, ils avaient quand même un problème pour les tenir dans leurs mains. Ils avaient également des problèmes à déplacer leurs pions, à effectuer par exemple des sauts avec leurs pions en comptant simultanément. Et donc, c'est quelque chose que l'institutrice m'a confirmé quand j'en ai discuté avec elle plus tard. Elle m'a expliqué donc qu'il y avait bien qu'elle constatait également des problèmes au niveau de la psychomotricité fine, et que donc c'est notamment pour ça qu'ils avaient décidé avec ses collègues de remettre en place des ateliers plasticine. Alors, une autre difficulté qui relève également du savoir jouer, ici, ce sont des difficultés qui relèvent plus des réflexes, d'une habitude de jeu. Donc, par exemple, dans une classe de première année toujours, une autre classe de première année, donc j'ai constaté que la carte jouée allait systématiquement être mise au-dessus de la pioche. Ce qui fait que pendant plusieurs tours consécutifs, les élèves allaient jouer avec la même carte et ça ne posait finalement de problème à personne. Dans une autre classe, de 5e cette fois, j'ai pu constater que les élèves avaient plutôt tendance à trier méthodiquement les cartes et puis après ils assemblaient simplement les paquets pour constituer la pioche. Ce qui fait que donc voilà, les élèves ne jouaient qu'avec une partie des cartes prévues par l'enseignante puisqu'ils ne les mélangeaient pas.
Et c'est quelque chose que j'ai eu l'occasion d'aborder avec un des instituteurs, qui m'expliquait qu'effectivement, c'est quelque chose qu'il remarquait tout de suite quand il lançait un jeu, qu'il pouvait directement voir que des élèves avaient les bons réflexes, entre guillemets, donc prendre les cartes, les mélanger, les distribuer, et que, voilà, pour lui, c'était notamment dû au fait que le jeu n'était finalement pas quelque chose de présent dans toutes les familles, et ce qui est pour lui notamment dû au fait que finalement jouer, en tout cas jouer à un jeu de société, c'est quelque chose qui prend du temps, et donc c'est du temps qu'il faut se permettre en famille. Dernière chose par rapport au savoir jouer, encore une autre difficulté. J'ai constaté que beaucoup de mes enseignants transposaient des jeux qu'ils considèrent comme des grands classiques. Mais finalement, cette transposition n'est pas toujours comprise par les élèves. Donc, par exemple, dans une classe de 6e année, j'ai pu constater que les élèves n'appliquaient pas les principes du jeu puissance 4 à la transposition que l'enseignante en avait fait. Donc, ils ne commençaient pas à disposer leurs pions au bas du plateau, comme ça aurait été logique puisque c'était une transposition du puissance 4, mais ils les disposaient plutôt partout sur le plateau. Et donc, voilà, j'en ai discuté avec l'enseignante plus tard, puisque je me demandais si son but était bien que les élèves jouent comme ils auraient joué à un puissance 4. Et donc, elle m'a expliqué qu'effectivement, c'était ça, qu'elle constatait que finalement, ces élèves ne connaissait plus les grands jeux. Donc, elle citait par exemple le jeu des 7 familles, le combat naval, et que donc, effectivement, son but, c'était que les élèves commencent par le bas, puisque c'était ce qui était logique avec le puissance 4. Mais donc, les élèves sont cette fois-là complètement passés à côté de la transposition que l'enseignante avait voulu faire du jeu puissance 4 pour atteindre ses objectifs pédagogiques. Mais donc ici, j'ai parlé du savoir jouer, mais en creusant un petit peu plus dans le cadre de mes entretiens, j'ai demandé à mes enseignants, mais finalement, voilà, est-ce que parfois vous interrogez les élèves sur les jeux auxquels ils jouent chez eux? J'ai repris ici une citation, mais c'est finalement très représentatif de ce que les enseignants me disent de manière générale, c'est que finalement, les élèves, quand ils parlent entre eux, ils constatent que c'est principalement de jeux vidéo et très peu de jeux de société. Et donc, j'ai repris ici en dessous pour contrebalancer. Donc, effectivement, un instituteur qui explique Minecraft en classe, qui lui, au contraire, m'explique finalement que l'élève avait développé des stratégies pour, donc ici, c'était voilà, pour donner un effet plus abouti au sol qu'il mettait dans le cadre de la construction d'une maison. Et donc voilà, il m'expliquait que lui-même n'était pas au courant qu'il y avait moyen de procéder de cette façon-là. Et que finalement, c'était, en tout cas dans ces configurations-là, l'élève qui allait apprendre quelque chose à son instituteur. Mais donc, il soulignait bien qu'il faut finalement accepter cette posture, que lui l'accepte et l'apprécie même, mais que ce n'est pas le cas de tout le monde, qu'il faut faire preuve d'un gros lâcher-prise pour les instituteurs, qu'ils soient en mesure de se dire que l'enfant pourrait en savoir potentiellement plus qu'eux, que les enfants pourraient leur apprendre quelque chose, ou que finalement les enfants maîtrisent mieux le jeu qu'eux lorsqu'il s'agit d'un jeu vidéo. Alors, pour conclure, donc, par rapport à la littératie ludique, donc ce que j'ai noté dans les discours, c'est que c'est finalement une éducation par les jeux qui ressort, c'est-à-dire que les enseignants utilisent les jeux pour atteindre les objectifs pédagogiques qu'ils poursuivent, alors que finalement, quand je me suis rendue dans les classes, je me suis rendu compte que l'éducation au jeu était également effectuée, puisque, comme je l'ai expliqué, le savoir jouer peut finalement être un obstacle, en tout cas pour certains élèves. Et donc, finalement, ce sont l'éducation au jeu et l'éducation par les jeux qui vont être effectuées dans un même temps par l'enseignant. En ce qui concerne les littératies ludiques et numériques, j'ai mis ici vidéo entre parenthèses puisqu'il s'agit plutôt de jeux numériques, donc par exemple disponibles sur un site en ligne, mais pas spécialement de jeux vidéo à proprement parler qui sont majoritairement proposés par mes enseignants. Donc, dans ce cas-là, finalement, l'éducation au numérique, elle est envisagée par les enseignants comme une étape préalable à une éducation par les jeux numériques. Donc, j'ai repris ici une citation. L'enseignante m'explique que finalement, avant de proposer des jeux en classe
sur un ordinateur. Elle propose à ses élèves de se rendre dans la salle informatique et avec son collègue, ils vont coller des gommettes sur le clavier pour qu'ils sachent comment allumer l'ordinateur, qu'ils se familiarisent aussi simplement avec le clavier puisqu'elle se rend compte qu'ils sont finalement de plus en plus habitués aux écrans tactiles, qu'il leur suffit de toucher l'écran pour que ça fonctionne. Donc voilà, dans son cas, et c'est assez représentatif de ce que j'observe chez les 9 enseignants que je suis, eh ben, elle envisage pleinement l'éducation au numérique, à l'outil numérique, comme un préalable à l'utilisation de jeux numériques. Et finalement, ce n'est pas transposable à l'éducation au jeu comme un préalable à l'éducation par les jeux. Et par rapport à la littératie vidéoludique, donc, comme je dis, je reste très prudente sur ce point-là, puisque dans mon cas, sur les 9 enseignants que je suis, il n'y en a qu'un qui propose un jeu vidéo à proprement parler à ses élèves. Donc, c'est Minecraft que je citais tout à l'heure. Mais donc, dans son cas à lui, il m'expliquait que finalement, c'est le savoir jouer qui peut être un obstacle pour certains enseignants. Et donc, dans ce cas-là, on pourrait dire que les rôles peuvent s'inverser. Mais voilà, c'est ici que je m'arrête et je laisse la parole à Gaëlle qui va venir nuancer mon propos. Merci à vous pour votre attention.